Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour un tout nouveau mercato parfait. Vous me l'avez énormément réclamé, le mercato de l'AC Milan. On est déjà fin juillet, on est à la moitié de cette période, on va dire, du marché des transferts. Mais le mercato de l'AC Milan est loin d'être terminé, il y a encore pas mal de joueurs à recruter là d'ici un mois. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour le faire. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé, j'espère que vous allez kiffer. Il y a un nouvel entraîneur en la personne de Paulo Fonseca, donc on va analyser un petit peu tout ça. Quel joueur recruter pour sa tactique. On va même aussi analyser un petit peu sa tactique pour commencer. Je vous souhaite un très bon visionnage la famille. Comme d'habitude, si vous passez un bon moment, maximum de pouces bleus, maximum de commentaires, maximum d'abonnements. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel club vous voulez que je fasse la prochaine fois. Peut-être que ça sera le dernier mercato parfait parce qu'on arrive vraiment fin juillet, donc je vais pas me permettre de faire des mercatos parfaits, on va dire fin août, parce que 90% du mercato sera déjà effectué pour pratiquement tous les clubs. Donc voilà la famille, je vous souhaite un très bon visionnage. C'est parti, let's go! On va donc commencer ce mercato par parler un petit peu tactique, la tactique de Paulo Fonseca, un coach que je connais très bien puisque voilà, je suis un amoureux de la Ligue 1, j'ai beaucoup regardé le LOSC de Fonseca, c'est une équipe qui m'a fait énormément plaisir sur les 2 dernières saisons, donc je suis content de le voir à la tête d'un grand club, lui qui avant entraîné le Shakhtar Donetsk, donc voilà, il est passé du Shakhtar au LOSC et maintenant à l'AC Milan, et aussi il était passé à la Roma avant le Shakhtar. Donc voilà, une belle carrière pour Paulo Fonseca. Donc là j'ai hâte de voir ce qu'il va faire à l'AC Milan. C'est un coach qui joue en 4-2-3-1 et ça plaît plutôt bien aux fans de l'AC Milan en Italie, aux suiveurs italiens, etc. parce que c'est vu un petit peu comme, on va dire, la suite de Pioli, mais avec un football plus offensif. Pioli jouait également en 4-2-3-1, il avait, on va dire, des préceptes un petit peu similaires à Paulo Fonseca, et Fonseca arrive vraiment avec un football plus léché, plus offensif, mais en gardant la même structure d'équipe, et ça c'est plutôt pas mal, parce que Stefano Pioli, même s'il a été extrêmement critiqué, il a quand même fait des belles choses avec l'AC Milan, il a remis un petit peu le club en haut, on va dire, du championnat, donc voilà, il mérite un petit peu ses louanges, même si son jeu n'est pas forcément le plus agréable à voir, et donc Paulo Fonseca arrive avec son jeu de possession pour un petit peu, on va dire, dynamiser tout ça. Donc on va analyser un petit peu très rapidement, on va dire, sa tactique. Donc en phase de possession, il y a un milieu défensif qui vient s'incorporer entre les deux défenseurs centraux pour créer une ligne de 3 et avoir cette supériorité numérique face au pressing adverse. Par exemple, si l'équipe adverse joue en 4-2-3-1, en 4-4-2, etc., bah, tu as 3 joueurs qui vont pouvoir faire circuler le ballon. Pendant ce temps-là, les latéraux vont monter pour créer une ligne de 5 avec les attaquants, avec donc les 3 attaquants. Ça va notamment permuter entre le latéral et l'ailier selon les caractéristiques des joueurs. Paulo Fonseca préfère que l'ailier reste, on va dire, collé à la ligne et que le latéral vienne s'incorporer dans le demi-espace, comme on dit, avec ces fameux 5 couloirs guardioléens. Donc voilà, par exemple, on peut voir un Leao vraiment bouffer la ligne côté gauche avec un Théo Hernandez qui rentrerait un petit peu plus dans l'axe. Mais franchement, moi je vois bien les deux permuter, un Leao qui va rentrer aussi dans l'axe et Théo Hernandez qui va bien coller la ligne. Donc voilà, ça c'est un des préceptes les plus importants. Et donc lorsque l'équipe a le ballon, il y aura ces deux milieux centraux dans l'axe qui vont essayer de combiner entre eux ou avec les défenseurs pour faire sortir la défense adverse. Et une fois que ça a été fait, une fois qu'un décalage est créé, une fois qu'il y a un intervalle de disponible, ils vont essayer de toucher les attaquants pour vraiment créer, on va dire, une supériorité numérique en phase offensive avec ces 5 joueurs offensifs qui seront capables peut-être de faire des différences de combiner pour aller marquer un but. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, la tactique principale de Paulo Fonseca, ce 4-2-3-1 qui se transforme un petit peu en ce 3-2-5 pour vraiment avoir, on va dire, le contrôle du ballon et être très dangereux offensivement. Concernant les phases défensives, c'est un pressing assez classique pour une équipe qui évolue en 4-2-3-1, mais ça peut aussi se transformer en 4-4-2 losange, qui est une formation très utile pour fermer les espaces, on va dire, au cœur du jeu, mais qui va libérer du coup les latéraux adverses, qui vont être donc des joueurs libres, qui vont être trouvés plus facilement par les défenseurs centraux, ce qui demande donc à 2 milieux de terrain de l'AC Milan, donc sous Paulo Fonseca, d'avoir une énergie débordante pour être capable d'aller presser, mais en même temps de faire l'aller-retour pour combler l'espace laissé dans le vide. Donc là par exemple sur le schéma que je vous ai mis, il y a Angel Gomez donc, qui va aller presser le latéral droit de Reims, tout comme Benjamin André qui va aller presser De Smet sur une passe d'Abdelhamid. Donc voilà, ça c'était lors d'un LOSC Reims. Ça c'est vraiment le pressing classique d'une équipe de Paulo Fonseca en 4-2-3-1 qui se transforme en 4-4-2 losange à la perte du ballon. Et vous voyez donc que Jonathan David revient dans le cœur du jeu comme un numéro 10, ce qui laisse un petit peu l'impression que Haralson et Zegrova sont 2 numéros 9 et qui vont vraiment se mettre face aux défenseurs centraux adverses pour gêner possiblement des relances vers les milieux de terrain. Voilà la famille, c'est tout pour ce petit point tactique, j'espère que ça vous aura plu. En général, je sais que vous aimez bien quand je touche un petit peu à la tactique des entraîneurs, etc. D'ailleurs, au mois d'août, je vais faire une grosse vidéo sur un entraîneur, sur la tactique d'un entraîneur, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais on continue cette vidéo, les amis, en parlant des ventes et des départs que j'ai classés donc par ordre, par rapport au prix, par ordre croissant.
Donc les joueurs qui partent libres, Olivier Giroud, Simon Kjær, Caldara, Mirante. Concernant les ventes, il y a Fodé Ballo-Touré qui était en prêt du côté de Fulham, mais ça s'est mal passé, je le vends pour 3 millions d'euros. Divock Origi pour 5 millions d'euros aussi, j'avais pas trop compris sa venue à l'AC Milan. Je pense qu'il a vraiment pas, on va dire, le niveau suffisant pour être un attaquant d'un club comme l'AC Milan, un club historique, un club vraiment qui est vraiment un des tauliers du football européen. Je vends également Krunic pour 3,5 millions d'euros, qui est pas un mauvais joueur, mais franchement, on a vraiment mieux au milieu de terrain et vous allez voir que je vais faire des recrues. Donc il n'aura pas de temps de jeu. C'est la même chose pour Pobega que je vends 5 millions d'euros. Un prix assez faible. Peut-être que dans la vraie vie, il pourrait partir pour 10 millions d'euros. Voilà, j'ai préféré être réaliste et vraiment viser des prix assez réalistes tout simplement. Je fais partir également Luka Jovic pour 10 millions d'euros qui est en partance du côté de Fenerbahçe. C'est la rumeur du moment. Peut-être qu'il partira pas là-bas, mais je pense qu'aux alentours des 10 millions d'euros, sachant qu'il a une valeur marchande de 7 millions d'euros sur Transfermarkt, je pense que c'est assez réaliste également. Je fais également partir Alexis Salmakers pour 15 millions d'euros qui était en prêt du coup cette saison. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été dégueulasse, c'est pas un ringard. Mais voilà, il a pareil lui non plus, il n'a pas les épaules pour être, on va dire, une pièce maîtresse de mon effectif de l'AC Milan. Donc je pense que 15 millions d'euros, c'est plutôt un beau chèque pour le laisser partir. Départ également de Calabria, le capitaine de l'AC Milan que je vends pour 20 millions d'euros. Et oui les amis, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup et surtout il ne répond vraiment pas tactiquement à ce qu'aime Paulo Fonseca, c'est-à-dire ces latéraux qui montent énormément et qui vont créer des différences offensives. Calabria défensivement c'est costaud, offensivement c'est assez faible. Donc je pense qu'il ne correspond vraiment pas à ce qu'aime Paulo Fonseca, même si on sait que Calabria c'est un enfant du club, c'est le capitaine, il représente vraiment l'identité milanaise. Moi personnellement, si j'étais directeur sportif de l'AC Milan, avec comme coach Paulo Fonseca, je ferai partir Davide Calabria pour 20 millions d'euros. Charles de Ketelaere, ça c'est déjà officiel, vendu 22 millions d'euros du côté de l'Atalanta. Et Malick Thiaw pour 35 millions d'euros du côté de Newcastle. Ça devrait être officiel d'ici quelques jours, d'ici quelques heures peut-être. Apparemment Newcastle a fait une offre de 30 millions. Milan en voudrait 40 et donc ils pourraient se mettre d'accord autour des 35 millions d'euros. Après ça dépend des bonus, etc. Mais je pense que là c'est un prix assez réaliste. Malick Thiaw c'est un défenseur allemand dans lequel je croyais énormément. Il estimait encore à 25 millions d'euros. Mais je vous avoue que je suis un petit peu déçu de sa part. Je le voyais un petit peu aller plus vite en termes de progression. Il a fait des erreurs vraiment bêtes cette saison qui m'ont assez choqué. J'espère pour lui que changer d'air en allant à Newcastle dans un football très rugueux anglais, ça lui fera du bien. Peut-être que la tactique de la Serie A, si on veut être dans les clichés, ne lui convenait pas. Concernant les prêts, donc Luca Romero, le crack de l'AC Milan, est parti en prêt du côté d'Alaves. Marco Lazetic est parti en prêt du côté de la D1 serbe. Marco Nasti, que je prête également, tout comme Lorenzi Colombo, qui sont des buteurs italiens, qui pour moi n'auront pas de temps de jeu suffisant, on va dire, dans mon effectif. C'est des joueurs qui ont 20 ans, 21 ans. Pour eux, c'est mieux d'être reprêtés. Je pense que voilà, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde et ça va permettre peut-être de les faire progresser ou alors de les faire remarquer pour pouvoir les vendre l'été prochain. On arrive donc sur un total de 118,5 millions d'euros de ventes, sachant que l'AC Milan a communiqué sur un budget autour des 90-100 millions d'euros. Ça nous fait quand même une belle marge. Vous allez voir que je ne vais pas tout utiliser comme argent parce que je pense qu'il faut savoir rester réaliste. Je ne pense pas que l'AC Milan va dépenser 200 millions d'euros dans ce mercato. Donc voilà, je suis resté assez réaliste, vous allez voir. Mais j'ai quand même fait des belles recrues. Je me suis un petit peu creusé la tête, donc je pense que vous allez kiffer. On commence bien évidemment par le poste de gardien de but et là pas de surprise, je garde Mike Maignan que j'aimerais bien que l'AC Milan prolonge parce que c'est un joueur qui n'a pas un salaire énorme par rapport à, on va dire, la qualité du joueur qu'il est. Pour moi il est dans les 3 meilleurs gardiens du monde et il a un salaire même pas de top 30 des meilleurs gardiens du monde. Donc voilà, il a une valeur marchande de 38 millions d'euros, il est à 2 ans de la fin de son contrat. Pour moi c'est le moment de le prolonger ou alors de le faire partir l'été prochain. Voilà, pour moi, Mike Maignan, ça peut clairement devenir peut-être le nouveau capitaine de l'AC Milan. C'est un joueur que j'adore. En plus, il est formé au PSG, mais en dehors de ça, je pense que tous les Français l'aiment bien tellement c'est un excellent gardien. Concernant la doublure, je garde Marcos Portiello et le troisième gardien, Lapo Nava, le jeune gardien de Vatan. Je pense que ça fait largement l'affaire. Pas besoin de recruter de gardien cet été à l'AC Milan, puisque Mike Maignan devrait rester. Allez, on attaque directement la défense. On va aller chercher le remplaçant de Davide Calabria, un défenseur latéral droit bien offensif, bien rapide, bien technique, qui va pouvoir t'amener du danger un petit peu comme Théo Hernandez côté gauche. J'ai fait le choix de recruter Vanderson, le latéral droit de l'AS Monaco, pour 20 millions d'euros. Il est d'ailleurs estimé à 20 millions d'euros et moi c'est un joueur que j'adore, que je trouve très sous-estimé. Il est déjà pisté par Manchester United depuis quasiment 18 mois. Alors est-ce qu'il va y aller cet été? Je ne sais pas. Au moment où je tourne la vidéo, en tout cas, il n'y a rien de concret. United s'est renseigné comme chaque année, mais pour l'instant pas d'offre. Je me suis dit que c'était quand même assez réaliste de le prendre. Quand on regarde ses statistiques détaillées, les amis, voilà, c'est du bonheur offensivement.
En termes de passes progressives reçues, vous voyez cette stat, il en reçoit 7 par match. C'est-à-dire que 7 fois par match, il va recevoir une passe qui a cassé une ligne, ce qui veut dire qu'il est très haut sur le terrain. Et ça correspond vraiment à la tactique de Paulo Fonseca. J'ai vraiment essayé de prendre des joueurs qui correspondent à cette tactique. Voilà, je pense que Vanderson pourrait vraiment être le latéral droit offensif. C'est pas un piston, même s'il peut être piston. Je le vois vraiment comme un latéral droit offensif du côté de l'AC Milan. Et en plus, il a cette qualité de vitesse qui va pouvoir lui permettre de faire les retours défensifs, un petit peu à la manière d'un Achraf Hakimi par exemple. Donc je pense que c'est vraiment le casting idéal pour Paulo Fonseca. Dans une moindre mesure, dans un profil un petit peu moins offensif, j'avais aussi ciblé Kylian Sildia, le défenseur de Fribourg, le latéral droit français de 22 ans. Mais là, offensivement, c'est un petit peu moins fort que Vanderson, c'est un petit peu moins technique. Par contre, c'est plus solide défensivement. Mais voilà, je me suis dit que ça correspondait peut-être un peu moins à ce qu'aimait Paulo Fonseca et à ce qu'il voulait mettre en place du côté de l'AC Milan. Et ça reste quand même un excellent joueur qui a fait une belle saison avec Fribourg, qui ont fini 10e du championnat allemand. Je pense que ça peut quand même être une piste assez intéressante pour Paulo Fonseca et pour l'AC Milan. Et en remplaçant, du coup, il y aura Kalulu, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui est capable aussi de dépanner dans l'axe. Donc pour moi, ça va être vraiment un remplaçant en tant que latéral et en tant que central. Il a cette double casquette. C'est un joueur qui s'est pas mal blessé, mais Pierre Kalulu, c'est un excellent défenseur qui a un gros potentiel. Et également Florenzi, parce que je pense que ça va être dur de le vendre. C'est pas un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'il va rester à l'AC Milan cet été, donc j'ai décidé de le garder. Mais à 1 an de la fin de son contrat, si ça tenait qu'à moi, j'aurais vendu Alessandro Florenzi, qui est un joueur que j'apprécie pas vraiment, même si, il faut le reconnaître, il est pas dans la pire période de sa carrière. Concernant le défenseur central côté droit, je mets donc Fikayo Tomori, qui a l'habitude de plutôt jouer à gauche. Moi, je l'installe côté droit. Il a déjà joué à droite, il a déjà été bon à droite. Il est plus à l'aise en tant que défenseur central côté gauche, mais bon, je pense qu'il est capable de s'habituer côté droit, parce que à côté, je vais aller chercher un défenseur central gaucher qui va donc devoir absolument jouer côté gauche, et donc c'est pour ça que Fikayo Tomori, je l'ai installé côté droit. Il a les deux pieds, donc il va pouvoir se débrouiller sans problème. Il l'a déjà prouvé à maintes et maintes reprises. Côté gauche de la charnière, je fais donc le choix de recruter Stranja Pavlovic, le défenseur central serbe qui est capable de jouer aussi latéral gauche. Le défenseur de Salzbourg qui est estimé à 25 millions d'euros, donc je fais le choix de le recruter pour 25 millions. Dans la vraie vie d'ailleurs, l'AC Milan est aussi intéressé par le joueur, donc peut-être que ça pourra se faire. Ce qui ferait que ça serait hyper réaliste pour la vidéo, donc ça peut être intéressant. C'est un joueur qui est excellent, qui à l'Euro a été très bon également, qui m'a bien plu à l'Euro. Au Red Bull Salzbourg, malgré ses 23 ans, c'est déjà un taulier, c'est vraiment un joueur essentiel de l'effectif. Et il est pisté par des grands clubs cet été, forcément, parce qu'il est vraiment au-dessus du lot. En plus de ça, il est grand, il fait 1m94, il est costaud, il est gaucher, il est polyvalent, il est capable de jouer latéral et central. Voilà, c'est hyper intéressant. Je vous mets ces statistiques détaillées très rapidement à l'écran. Vous voyez qu'en termes de duel aérien, c'est fort, en termes de récupération, c'est fort, en termes de tacle, c'est fort, en termes de dribble également, 0,73 dribbles par match, c'est fort. En termes de progressive carries également, il sait porter la balle, il sait dribbler. Enfin voilà, moi j'adore Pavlovic et je pense qu'il peut vraiment correspondre totalement au jeu de Paulo Fonseca à l'AC Milan. Et en plus de ça, petit détail, il demande vraiment un salaire raisonnable parce que son agent aurait réclamé seulement 1,5 million d'euros de salaire annuel. Donc ce qui est vraiment assez raisonnable par rapport au talent du joueur. Concernant les remplaçants, même si j'aime pas vraiment ce terme, mais on va dire les joueurs qui vont commencer la saison un petit peu en retard par rapport aux titulaires. Donc Gabia qui a fait une très belle saison, qui a été important lorsqu'il y a eu beaucoup de blessés. Il a répondu aux attentes des supporters et de Stefano Pioli. Il mérite vraiment de rester à l'AC Milan et s'il y a des blessés, il pourra vraiment être très intéressant. Kalulu aussi, donc qui est là et qui pourra jouer défenseur central. Et également Pellegrino qui revient d'un prêt du Torino, qui pourrait être intéressant également en défenseur central. Sur le flanc gauche de la défense, là il n'y a vraiment pas de surprise, vous vous en doutez, je garde Théo Hernandez, même s'il faut faire attention parce que forcément c'est un excellent joueur, mais il est lui aussi à 2 ans de la fin de son contrat, tout comme Mike Maignan. Alors faut faire un choix, est-ce qu'il faut le prolonger, est-ce qu'il faut le vendre? Va falloir réussir à le convaincre de rester, même si j'ai l'impression que c'est vraiment un amoureux du club. On sait qu'il y a notamment le Bayern Munich et Manchester United qui s'intéressent à lui depuis des années et qui aimeraient bien le faire venir. Peut-être que le Bayern, s'ils perdent Alphonso Davies la saison prochaine, qui va sûrement aller au Real Madrid, peut-être qu'ils vont mettre le pactole sur Théo Hernandez. Donc voilà, je pense que l'AC Milan a tout intérêt de le prolonger cette saison. Et en doublure, donc, il y a Alex Jiménez, un jeune défenseur de 19 ans qui vient en provenance du Real Madrid, qui vient de la Castilla, n'a pas vraiment joué avec l'équipe première, mais donc qui vient pour suppléer Théo Hernandez. Théo Hernandez qui a également joué au Real Madrid, donc je pense qu'il va pouvoir l'aider à l'intégrer. Ils parlent tous les deux espagnol, etc. Je pense que c'est un vrai bon choix de la part de la direction d'avoir choisi Alex Jiménez en doublure. Et j'ai hâte de voir ce qu'il vaut tout simplement du côté des Rossoneri.
Allez, on arrive déjà sur les milieux de terrain et je te rappelle frérot que si tu passes un bon moment, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça prend quelques secondes et ça récompense énormément le travail et ça me permet vraiment de grandir sur YouTube. Le premier milieu de terrain que j'intègre dans mon 11, sans aucune surprise, Riders, je sais que je le prononce assez mal, on me le dit souvent, désolé la famille. Mais voilà, c'est un excellent milieu de terrain, excellent joueur, un milieu qui est capable d'être box-to-box, qui est capable d'être récupérateur également. Enfin, voilà, il est trop fort, il est aussi fort techniquement que dans les duels. C'est un mec en Ligue des Champions qui a prouvé qu'il savait répondre aux exigences d'un match avec énormément de pression. Il a fait 36 matchs de Serie A cette saison, il a été trop fort. Même si en fin de saison, il a un petit peu baissé le pied, on va dire levé le pied. Mais c'était un petit peu comme toute l'équipe de l'AC Milan, la fin de saison a été un petit peu compliquée. Voilà, c'est un excellent joueur qui a été très bon à l'Euro également avec les Pays-Bas. Voilà, moi, c'est un joueur que j'adore et je pense que si vous êtes supporter milanais, je pense que vous l'adorez aussi. C'est un excellent joueur et qui, dans ma tête, part titulaire, même si vous allez voir qu'au milieu de terrain, il y a énormément de concurrence. Le deuxième milieu de terrain aux côtés de Riders, là, je suis resté réaliste parce que tout simplement, l'AC Milan est en passe de recruter Youssouf Fofana, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Je sais que c'est un petit peu touchy, j'ai l'impression de dire ça en France. Je ne sais pas pourquoi Youssouf Fofana, il a vraiment une mauvaise image, notamment nous, du côté des supporters parisiens, parce qu'on a essayé de le recruter, je crois, il y a un an. Et je sais que beaucoup de supporters du PSG détestent Youssouf Fofana. Mais excusez-moi, pour 25 millions d'euros, c'est un joueur qui est excellent. Il a fait une très grosse saison avec l'AS Monaco. C'est selon moi le meilleur joueur de l'AS Monaco. Et donc l'AC Milan est vraiment en négociation avec lui. Il est arrivé en 2020 du côté de Monaco. Avant, il jouait à Strasbourg. Et franchement, certes, il n'a pas toujours fait des excellentes saisons, mais cette saison, il a vraiment répondu aux exigences du haut niveau. Là, il a été en équipe de France avec l'Euro et même les peu de matchs qu'il a joué, il a été bon également. Enfin voilà, Youssouf Fofana, je ne comprends pas pourquoi il a une si mauvaise image que ça, parce que franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment une très belle pioche de la part de l'AC Milan. Si on regarde un petit peu ses statistiques détaillées, vous voyez que c'est vraiment impressionnant la famille. C'est très fort, c'est très complet offensivement, en termes de passes. Défensivement, voilà, c'est un milieu box-to-box, donc c'est pas forcément le genre de milieu qui va gratter 800 ballons, mais ça reste assez convenable également. Enfin voilà, Youssouf Fofana, c'est un vrai joueur complet, un vrai milieu de terrain complet, qui a seulement 25 ans et qui mérite, selon moi, de rejoindre un grand club comme l'AC Milan. Toujours au milieu de terrain, je décide de préparer l'avenir en recrutant un joueur pour le reprêter dans son club, puisque je fais le choix de recruter Lucas Gourna-Dois, l'ancien joueur de Saint-Etienne, qui est du côté de Salzbourg, tout comme Pavlovic. J'ai vraiment envie de dévaliser Salzbourg cet été du côté de l'AC Milan. De toute façon, Salzbourg, on le sait, hein, c'est le groupe Red Bull, ils sont très forts pour former des joueurs ou pour post-former des joueurs, pour en faire des stars, on va dire. Et pour moi, Gourna-Dois, c'est un joueur qui dans un an va valoir le double de son prix actuellement. Donc j'ai fait le choix de l'acheter pour 10 millions d'euros parce qu'il est estimé à 9. Mais je pense que dans un an, parce que là il a déjà fait une belle saison, il a même joué en Ligue des Champions, etc. Face au Benfica, il a été excellent. Dans un an, pour moi, il vaudra minimum 20 millions d'euros. Et après 2 saisons à Salzbourg, pour moi, il partira. Donc voilà, pour moi, c'est le moment de le sécuriser pour l'AC Milan, l'acheter pour le reprêter. Et dans un an, c'est un petit joueur de 21 ans qui va arriver, qui sera tout frais du côté de l'AC Milan et qui sera un vrai numéro 6 très intéressant pour potentiellement soit la rotation, soit directement être titulaire. Et sinon, pour les autres milieux de terrain qui vont vraiment être des concurrents, il n'y a vraiment pas de remplaçant pour moi, on va dire, dans ce 11 de l'AC Milan. Parce qu'au milieu de terrain, il y a vraiment beaucoup de qualité. On peut penser à Ismaël Bennacer, qui est un joueur qui est excellent, qui a certes connu des petits pépins physiques, mais qui, lorsqu'il est en forme, je le vois vraiment facilement titulaire dans ce 11. Pareil pour Younous Moussa, qui est un excellent joueur, qui est jeune, hein, qui a que 21 ans, qui est né en 2002, qui a un profil un petit peu différent des autres milieux de terrain et que j'adore également. Yacine Adli, pareil, je pense que Paulo Fonseca peut vraiment le faire progresser. Il adore faire progresser des jeunes joueurs, etc., des joueurs de ballon comme ça. Je pense qu'il va également progresser avec lui. Donc voilà, on a vraiment un très bon banc, ça va vraiment tourner. Il n'y a pas vraiment de titulaire attitré dans mon équipe. C'est vraiment, comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, le meilleur à l'entraînement, qui jouera le week-end. Et je pense qu'avec ce matos-là, Paulo Fonseca au milieu de terrain, il peut se régaler. Puis si tu as un ou deux blessés, au moins tu sais que sur le banc, tu as vraiment de la qualité pour un petit peu changer quand tu en as besoin. Et puis même en fonction de l'adversaire, en fonction du profil du match, etc., tu as vraiment du matériel pour pouvoir faire des choix intéressants au milieu de terrain. Pour le poste de milieu offensif de numéro 10, là j'ai vraiment écouté la communauté milanaise, que ce soit en Italie et en France, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de supporters qui veulent voir Christian Pulisic titulaire au poste de numéro 10, alors que normalement il est plus sur le côté droit. Il a fait une très belle saison, 50 matchs de compétition confondues, 15 buts, 11 passes D. Et là en plus il est à la Copa América avec les États-Unis et pour l'instant il est très bon. Il est déjà estimé à 40 millions d'euros. Pour moi c'est vraiment un joueur sous-estimé, on va dire pas sur Transfermarkt, mais dans la vie générale. À Chelsea c'était déjà un joueur que j'aimais beaucoup et lorsqu'il a signé à l'AC Milan, je me suis dit que c'était très intéressant pour les Rossoneri. Donc voilà, il a vraiment fait une belle saison côté droit, mais j'ai l'impression que tout le monde veut le voir démarrer au poste de numéro 10 ou Paulo Fonseca. Apparemment ça serait vraiment un poste qui lui correspondrait encore plus selon les techniciens du football italien et les observateurs de l'AC Milan. Donc voilà, je vous fais confiance, sachant que tu as une doublure de luxe en la personne de Ruben Loftus-Cheek,
qui est un joueur que j'adore, que franchement ça m'a fait un petit peu mal de ne pas le voir titulaire, on va dire visuellement, mais il aura beaucoup de temps titulaire et puis il aura énormément de temps de jeu tout simplement. Plus c'est un joueur qui est capable de jouer numéro 8 également, qui est capable de jouer côté droit aussi. Enfin voilà, moi j'adore Ruben Loftus-Cheek et je pense qu'il aurait pu avoir une carrière vraiment beaucoup plus grosse parce qu'il a déjà 28 ans. Et franchement, il avait un talent lorsqu'il avait 22, 23, il a toujours son talent. Mais je le voyais tellement aller plus loin. Et comme tous les amoureux de la Première Ligue et tous les suiveurs de la Première Ligue, on pensait vraiment qu'il allait avoir une carrière absolument grandiose. Bah, ça n'a pas été le cas, mais il a quand même une belle carrière. Chelsea, l'AC Milan, c'est quand même costaud. Mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être trop de blessures, peut-être trop d'irrégularités, mais en tout cas, il est passé à ça, on va dire, d'être vraiment un joueur exceptionnel et générationnel. Concernant le poste de milieu gauche, normalement Raphaël Leao devrait rester puisque l'AC Milan demanderait entre 130 et 160 millions d'euros. Il y avait notamment le Paris Saint-Germain qui était très intéressé. Mais franchement, c'est beaucoup trop cher. S'il reste, il n'y a pas de débat à se poser. C'est le joueur offensif le plus dangereux, donc il sera titulaire, bien entendu, bien évidemment. Je pense que la question ne se pose pas. Par contre, s'il part, j'ai voulu quand même vous proposer une petite solution. Comme ça, voilà, je me suis un petit peu creusé la tête. Et un joueur que j'aime beaucoup, c'est Simon Adingra, le milieu gauche de Brighton, qui a fait une excellente Coupe d'Afrique des Nations, notamment avec la Côte d'Ivoire, qui est un joueur que j'adore, très virevoltant, très explosif, très dynamique sur son côté gauche. Et pour 30 millions d'euros, je pense que ça serait un bon remplaçant de Raphaël Leao. Parce que imaginons que tu vends Raphaël Leao 130 millions d'euros et que tu récupères Simon Adingra pour 30 millions d'euros. Franchement, la plus-value pour 100 millions d'euros, elle est vraiment très belle. Donc voilà, je voulais juste vous proposer ce joueur, Simon Adingra, un joueur que j'adore, que j'ai essayé de placer un petit peu dans un mercato parfait depuis le début de l'été. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour parler de mon petit Simon Adingra. Et bien entendu, en super sub, je garde Okafor, qui est un joueur polyvalent et qui est capable vraiment de t'allumer des mèches lorsqu'il rentre en cours de match. Lorsqu'il rentre à la 60e, il te fout le bordel dans un match, à la 70e, etc. Il est capable de jouer numéro 9, il est capable de jouer milieu gauche, il est même capable de jouer un petit peu derrière un attaquant. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent joueur, le Suisse Okafor, et je pense que ce rôle de super sub lui convient vraiment à merveille. Pour le poste de milieu droit titulaire, là je suis allé chercher un joueur qui a un profil différent de Chukwueze. Je suis allé chercher Scovelson, le milieu de terrain donc de Bruges, l'ailier de Bruges, qui est donc un milieu droit gaucher, mais vraiment différent de Chukwueze, qui a ce profil vraiment plus meneur de jeu, plus créatif, plus on va dire créateur de jeu. Ça fait 3 saisons qu'il est en Belgique, il est vraiment très fort dans la création, très fort dans le jeu. Il a un petit manque à la finition et un petit manque dans les replis défensifs. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique de Datascout, un compte Twitter que je vous recommande souvent, et bah vous voyez que en bleu foncé, donc c'est l'ailier classique en D1 belge. Bah lui vraiment il a des fulgurances en bleu clair vraiment plus intéressantes, le terrain gagné, les centres réussis, les tirs cadrés, les passes décisives attendues, les buts, etc., les duels offensifs. Il a une patte gauche vraiment impressionnante qui je pense peut ravir vraiment tous les supporters italiens de l'AC Milan et il t'amène vraiment un profil différent de Chukwueze parce que lui il va plus être dans, on va dire, dans la création du jeu, rentrer dans l'axe, etc. Là où Chukwueze, lui, c'est un excellent joueur et je pense que vraiment, même si sa première saison a été décevante, sa deuxième saison va peut-être être excellente. C'est un joueur qui est beaucoup plus dans le débordement, qui est beaucoup plus dans la vitesse, dans la percussion, dans la différence. Et donc je pense que ça t'amène vraiment deux profils différents, complémentaires. Et s'il y en a un qui est un petit peu moins bien, tu mets l'autre. Si tu as besoin vraiment d'un joueur qui va te faire une dernière passe, tu vas mettre Scovelson. Si tu as besoin d'un joueur pour prendre la profondeur, pour faire des différences, tu vas prendre Chukwueze. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très intéressant tactiquement de prendre ces deux joueurs-là. Et comme je vous le dis, Chukwueze, je pense que pour sa deuxième saison, il peut vraiment faire du mal à l'AC Milan. Après une saison d'adaptation, je pense que ça peut vraiment être à 25 ans la saison de sa carrière. On arrive déjà sur le poste d'attaquant la famille et comme vous le savez, Alvaro Morata a signé à l'AC Milan pour 13 millions d'euros. C'est un joueur que j'ai énormément critiqué durant ma vie, on va dire, même si ma vie n'est pas terminée bien entendu. Mais Alvaro Morata m'a fait taire tout simplement, c'est devenu vraiment un très bon attaquant. Encore à l'Euro, on l'a vu, il a été précieux avec l'équipe d'Espagne. Sans lui, je suis persuadé que l'Espagne ne gagne jamais l'Euro, tellement il était précieux dans les duels, dans le vice, dans la conservation du ballon. Il s'est vraiment, on va dire, un petit peu mis au service des deux cracks Nico Williams et Lamine Yamal. J'ai adoré l'Euro d'Alvaro Morata, franchement, c'est un super joueur qui sort vraiment d'une belle saison avec l'Atlético de Madrid. 48 matchs, 21 buts, 5 passes décisives, en sachant qu'il a eu des périodes un petit peu avec des trous d'air. Mais franchement, je pense qu'il peut vraiment faire du bien à l'AC Milan. Il lui faut quand même un concurrent, je pense, parce que Alvaro Morata, on le connaît, il a des fulgurances, etc. Mais sur toute une saison, il y a toujours des moments où il passe un petit peu à travers, etc. Puis c'est un joueur également qui peut de temps en temps se blesser aussi. Donc moi, je lui amène un vrai concurrent. Olivier Giroud est parti, j'ai fait partir Jovic. Il te faut un deuxième numéro 9, un numéro 9 qui envoie. Et là, je suis allé chercher Jean-Philippe Mateta pour 25 millions d'euros, le buteur français de l'équipe de France Espoir.
Au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas encore eu le premier match de l'équipe de France, c'est ce soir d'ailleurs, donc j'ai hâte de voir ça. Et je pense qu'après l'Euro, ça ne m'étonnerait pas s'il part de Crystal Palace, parce que même si à Crystal Palace, il y a un projet très intéressant, j'aime beaucoup ce que fait Crystal Palace, les Eagles, ils travaillent vraiment très bien. Je pense que s'il fait des beaux JO, en sachant qu'il sort d'une très belle saison à 16 buts en Première Ligue, c'est vraiment une dinguerie. Je pense que Crystal Palace peut recevoir des offres à vraiment des grosses offres. Donc je pense que l'AC Milan peut le signer désormais pour 25 millions d'euros avant qu'il y ait des offres peut-être à 40-45 millions d'euros de club anglais. Donc voilà, ce ne sera pas facile de le signer. Mais pour un joueur qui joue en Première Ligue, Jean-Philippe Mateta n'a pas un salaire énormissime. Il lui reste 2 années à son contrat, donc jusqu'en 2026. Donc je pense que c'est vraiment le moment ou jamais pour signer Jean-Philippe Mateta. Il a 27 ans et je pense qu'il est vraiment au prime de sa carrière. Thierry Henry, il a fait un petit peu par surprise de le ramener en équipe de France Espoir. C'est un très bon choix. Voilà, comme je vous l'ai dit, il sort d'une très grosse saison. 16 buts en Première Ligue, 19 buts, toutes compétitions confondues. Très grosse saison de Jean-Philippe Mateta et je le verrai très bien à l'AC Milan. On sait que les Français en général à l'AC Milan ça réussit plutôt bien. Alors pourquoi pas, pour remplacer Olivier Giroud, Jean-Philippe Mateta, un buteur d'1m92 qui est aussi bon techniquement, qui est bon dans les duels, qui a un bon pivot, mais qui est capable de faire des différences également par le dribble. Voilà, moi c'est un buteur que j'aime beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive déjà sur cette fin de vidéo, la famille, c'est passé très vite, même s'il fait très chaud là, que c'est toujours pas facile, je vous le dis à toutes les vidéos, mais là, c'est vraiment pas facile de tourner avec cette chaleur, mais bon, on se donne au maximum. Donc on a fait 118,5 millions d'euros de vente pour 138 millions d'euros d'achat. Donc on a perdu 19,5 millions d'euros. Franchement, on est largement dans les clous. Comme je vous l'ai dit, l'AC Milan avait prévu 90 millions d'euros de budget. On a largement respecté le budget. J'aurais pu limite acheter un autre gros joueur. Mais voilà, j'ai vraiment voulu rester réaliste. Moi, j'aime bien les mercatos parfaits réalistes. J'aime pas les mercatos parfaits à la FIFA où tu rajoutes juste des noms à droite, à gauche. Oh putain, il me faut un ailier gauche. Ah bah j'ai cherché un gros ailier gauche. Ah, moi j'aime pas trop ça, j'aime bien quand on se creuse la tête et quand on fait vraiment en fonction de l'entraîneur. Là j'ai vraiment pris des profils qui répondent aux exigences de Paulo Fonseca. J'espère que vous aurez apprécié la famille. Comme d'habitude, si c'est le cas, maximum de pouces bleus, ça récompense vraiment le travail et c'est comme ça que la vidéo a un meilleur référencement avec également les commentaires. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et puis si vous voulez voir mes prochaines vidéos et me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez également venir me suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà la famille, c'était BR10, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je vous kiffe, peace.